Bienvenue à tous à bord de l'hydrographe pour cette table ronde qui va durer 1 heure à peu près, où nous allons explorer ce sujet, ce concept de naviguer autrement. Alors pour ce faire, nous avons comme invité Marc, vous allez vous présenter chacun après, Roger et Yves. Je voudrais d'abord préciser que tous, et moi aussi, naviguons en voile aviron. Nous avons donc des particuliers qui naviguent et des associations aussi qui sont représentées. Donc, Yves, je te propose de commencer pour présenter un petit peu cette fédération et l'origine. Voilà. Merci de me donner la parole en premier. Et cette belle occasion de présenter notre activité de voile aviron. Alors, la fédération voile aviron, c'est une fédération qui est née au moment du défi Jeunes Marins 2000, où il a été reconstruit un grand nombre de banteries. Alors, les banteries sont des bateaux qui font 11 mètres. Il y a 10 équipiers à bord. C'est des bateaux qui sont utilisés tant à l'aviron qu'à la voile et qui ont des performances absolument extraordinaires quand ils sont dans des allures portantes. Et ces bateaux ont été reconstruits par des structures associatives et ils existent encore aujourd'hui. Vous en avez dans le port quelques unités et elles participent à nombre de grands événements au cours de l'année. Cette fédération de voile aviron, donc, elle fédère des associations. Et elle fédère aussi un collège de particuliers qui possèdent son propre bateau, des petits voiles aviron. Alors petits, c'est pas péjoratif, hein, pardonnez-moi, hein. Mais c'est pour les comparer avec les grands qui font 11 mètres, nos voiles aviron de particuliers font entre 3, 4, 5 mètres. Et donc la fédération voile aviron est un réceptacle de compétences, d'expertise, de soutien aux associations, mais aussi aux particuliers qui veulent construire leur propre bateau dans leur garage, entretenir leur bateau au cours des ans, voire apprendre à l'utiliser, puisque certains le construisent dans leur garage. Mais au début, ils ne savent pas trop l'utiliser. Ils se disent, tiens, je rêve, mais je vais aller au bout de mon rêve et je vais apprendre comment utiliser mon bateau. Et puis, il y a aussi un besoin d'accompagnement des associations où il y a un président qui a des responsabilités, qui a besoin de rentrer dans un cadre juridique maîtrisé. Et la Fédération Voile Aviron est aussi là pour aider ces présidents à être les plus rassurés possible quant à cette pratique assez atypique de la voile traditionnelle sur des voiles avirons. Alors, peut-être que vous êtes peut-être tous au courant de ce qu'est un voile aviron, mais une petite définition peut aider, que je vais improviser. Donc, un voile aviron, c'est un petit peu ça vient de tous ces bateaux de service qu'il y avait dans les ports. Ça part de l'annexe pour aller du quai vers un bateau de travail, mais c'est aussi les Doris qu'on voyait qui étaient mis à l'eau par les Terre-Neuve. Vous voyez ces petits bateaux qu'on voit beaucoup à l'aviron, mais qui avaient aussi des gréements et des voiles. Ce sont aussi les bateaux de servitude qu'on voit dans les ports, qui étaient mis à l'eau par les grands voiliers pour mettre à l'eau l'équipage. Alors, les banteries dont je parlais tout à l'heure sont en fait la réplique de bateaux d'autorité et des bateaux de parade qui servaient à mettre à l'autorité, l'amiral, à terre, mais aussi à transporter l'équipage lorsque le bateau était mouillé au large et amener l'équipage à terre. Et puis, dans la marine nationale, encore il y a peu de temps, il y avait ces gros bateaux qui servaient à transporter du matériel, mais aussi à faire toutes les manœuvres de l'amanage à l'intérieur du port. Donc, on attrape l'amarre du bateau et on l'amène sur le quai pour éviter que le bateau soit trop proche du quai et ne le touche. Voilà, des bateaux de servitude. Et l'origine de nos bateaux sont là, dans cette histoire. Et donc, il faut avoir à l'esprit que ce sont des bateaux qui utilisent autant l'aviron que la voile et qui aujourd'hui nous permettent, mais on va en parler, d'aborder
le longe-côte, on va dire, hein, l'espace maritime, qui interagit avec l'estran, hein, autant un peu de navigation côtière, et interagit avec les espaces maritimes intérieurs et offre voilà, cette opportunité de faire des navigations extrêmement conviviales et bucoliques. Voilà pour l'histoire un petit peu. Bien sûr, à l'heure actuelle, c'est plus des navigations plaisir. Est-ce qu'on peut parler de randonnée nautique ? De quoi parlons-on quand on navigue autrement ? Je vais poser la question à Marc. Oui, on aurait pu poser la question à Roger. Je vais passer le micro à Roger parce que c'est lui qui a un peu initié l'affaire. En anglais, il y a une vraie traduction pour la croisière en voile aviron, c'est dinghy cruising. Et, voilà. Et nous n'avons pas de véritable mot pour cela, à part naviguer autrement. Alors, sur naviguer autrement, juste, c'est un concept qui est né au tout début du chasse-marée. Dès le démarrage du chasse-marée, au début des années 80, il y a eu des articles sur le naviguer autrement. Donc, on en reparlera. Mais je vais laisser Roger présenter. Je peux développer sur le naviguer autrement. Donc l'idée, en fait, de naviguer autrement, c'est d'aller à l'opposé des marinas et des bateaux en plastique. Voilà, c'est prendre une direction diamétralement opposée à la plaisance qui se développait déjà dans les années 70 et 80, en se disant que, eh bien, on limite où on n'a pas du tout de moteur. Donc on a des bateaux qui ne sont mus qu'à la voile et à l'aviron. Et puis l'idée, elle est de naviguer dans une zone, comme tu l'avais évoqué Yves, dans une zone qui est côtière. Et aussi, l'idée principale également, c'est d'aller à la rencontre des gens. Parce que ces petits bateaux, on les met sur des remorques et on va à la rencontre. Je te connais comme ça. C'est-à-dire que je suis allé naviguer un jour sur la Rance. Je ne connaissais pas Delphine. Et ça m'a permis de faire des rencontres. Mais là, j'en vois dans la salle quand je connais plein comme ça. Voilà, c'est un bateau qui permet de faire des rencontres. Et c'est très à l'opposé du bateau de plaisance standard, où lorsqu'on arrive dans le port, tout le monde se réfugie dans sa cabine. C'est pas du tout propice aux échanges. Alors que lorsqu'on navigue sur ces bateaux-là, eh bien, on n'a pas de cabine, donc on est... et quand on vient un couple, eh bien, on a l'obligation de prendre contact déjà. Et puis après, eh bien, y a des amitiés qui naissent comme ça. Voilà. Je vais passer le micro. Ouais. Je me permets juste d'ajouter, est-ce qu'on peut dire aussi qu'on va à la rencontre du milieu naturel ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on navigue au ras de l'eau. Hein, on est vraiment tout proche de l'eau. On ne fait pas de bruit. Donc j'en reparlerai tout à l'heure, mais on a depuis quelques années fait un collectif qui s'appelle les Ribineurs de la rade de Brest. Et donc on va dans les ribines. Les ribines, ce sont des petits chemins en breton. Et nous allons dans les petits chemins de mer. Donc on invite nos copains, on est une vingtaine à chaque fois. Et on prend énormément de plaisir à faire ça. Puis on va dans les petits estuaires, dans des endroits improbables. Même les populations locales, lorsqu'elles voient notre flotte de 20 bateaux arriver, se disent « mais c'est merveilleux, c'est incroyable, on ne savait pas que ça existait ». Et c'est un peu un mode de vie. Bien, maintenant on va passer la parole à Roger, qui est sûrement la star de la voile aviron, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a de nombreux followers sur YouTube, etc. et qui a quand même un sacré parcours. Il est aussi le représentant de la Dinghy Association, je pense que c'est la plus ancienne. Oui. Voilà, merci Delphine. Oui, je suis Roger Barnes, je suis président du Dinghy Cruising Association. Voilà, association c'est un mot français, association c'est le mot anglais. Mais les deux autres mots, je pense, sont difficiles pour les Français. Dinghy et cruising. Donc cruising c'est la randonnée. Voilà, ça c'est simple. Dinghy, ça c'est un mot intéressant et l'explication peut être très longue, mais je voudrais couper ça. D'origine, pendant le 19e siècle, c'était le plus petit bateau sur un navire. Donc un bateau peut-être 5 mètres de long, 4 mètres de long, petit. Mais après la Seconde Guerre,
Ça, c'est la popularisation des dinghies. Et les dinghies sont la même chose. C'est la même chose en France avec les caravelles, les petits bateaux en contreplaqué. Et soudainement, les ouvriers, les gens avec pas beaucoup d'argent peuvent faire les petites balades à la mer. Et ça, c'est la raison, je veux dire, dinghy cruising, ce n'était pas le yachting, parce que le yachting a un certain esprit d'avoir quelque chose de grand et impressionnant. C'est dans la hiérarchie. Donc, philosophiquement, le Dinghy Cruising Association était contre ça. Et elle était créée dans un esprit de liberté et de faire des choses très simples, pas beaucoup d'argent, c'est nécessaire, et on navigue dans un mode très simple avec la nature. Donc, on a commencé avec les petits dériveurs, peut-être on dit en français, ou canottes, ici en Bretagne, en contreplaqué, comme le Miradinghi et le Wayfarer, et les premières, ils ont été, c'était pendant les années 50, les premières qui ont créé l'association, ils ont été pour la plupart les gens très durs et très courageux, et ils ont fait les voyages très longs dans les petits dinghies, comme entre Écosse et la Norvège ou Islande, un passage de quelques jours sur un petit bateau de 5 mètres de long, 4 mètres de long, quelques chavirages dans l'Atlantique, dans les tempêtes. Voilà, c'était comme ça. Mais au même moment, le dinghy cruising a créé une habilité pour les familles de naviguer ensemble en simplicité. On a besoin d'avoir quelque chose de difficile, un bateau qui doit rester sur une bouée, mais on peut juste avoir une petite voiture de l'époque, un petit remorque, on peut aller partout. Et mon introduction à la navigation en mer était au nord-ouest d'Angleterre. Il y a une région là des montagnes et des lacs. Et notre famille, nous étions une famille très normale. Et nous avons commencé de faire des vacances là, proche de Windermere, qui était le plus grand lac là. Et nous avons un petit bateau en contreplaqué de 12 pieds. Un Heron Dinghy. Et voilà, et nous avons fait des petites balades dans la baie. En face de nous avons un petit appartement là de locatif pour les vacances. Et il y a des petites îles. Et c'est le même endroit. Il y a un auteur très bien connu dans les pays anglophones, Arthur Ransom, qui a créé des histoires le livre le plus connu s'appelle en français « Hirondelle et Amazon ». Et ils ont visité des îles et fait le camping sur une petite île, utilisé des petits bateaux. Et voilà, ça c'est l'esprit de dinghy cruising. Et ça c'était mon introduction de faire ça au même moment. C'était dans l'esprit de liberté et de la simplicité. Donc, voilà le dinghy cruising. Et, pardon, j'ai oublié la question. Que fait le dinghy cruising? Well, c'est pour tout le monde. Notre association, nous avons une grande liste, on dit rally en anglais, des rassemblements, des raids. Je ne sais pas, la quantité, nous ne sommes pas une organisation très centralisée, donc il y a des gens dans quelques régions, partout dans le monde anglophone, aussi ici en France, et c'est plus de 300,
rassemblement pas on. C'est comme ça. Donc c'est difficile de dire. Et ils sont les particuliers, ils arrivent avec le bateau et on navigue ensemble. Quelquefois c'est une petite balade sur un lac, quelquefois c'est une longue, plus grande distance de quelques jours, comme Marc a créé quelque chose très proche sur la rade de Brest, les Ribineurs de la rade. Voilà, quelque chose comme ça. Et on cherche une zone de camping chaque nuit où on... Oh oui, ça c'est l'autre chose. On dort sur le bateau, sous une bâche, une toile. Oui, et ça c'est... oui, ça c'est le camping. Donc ce n'était pas en grand confort, mais c'est comme d'être dans un bivouac sur une montagne. On ne cherche pas le grand confort. On cherche l'habilité d'écouter les oiseaux, d'être tout proche de la nature. Et voilà, c'est comme ça. Et tu me disais combien vous êtes d'adhérents à l'heure actuelle? Oui. La quantité des adhérents monte rapidement en ce moment. C'est impressionnant. Peut-être 2000 adhérents tout autour du monde. Oui. Mais je dois regarder l'Internet. Il monte comme un graphe, comme ça. C'est impressionnant parce que pendant longtemps, tout le monde pense que c'est quelque chose un peu bizarre. Pourquoi on voudrait dormir sur un petit dinghy? Pourquoi? C'est juste. Mais de plus en plus, je pense l'esprit populaire va changer et tout le monde a un plus grand le respect pour la nature, pour la simplicité, pour un autre type de vie. Ça monte. Et le dinghy cruising, beaucoup de gens, on n'a pas le choix. On doit travailler 5 jours par 7 dans un bureau ou une usine. Mais pendant le week-end, on a l'habilité d'avoir l'expérience d'un autre mode de vie et d'être sur un dinghy, sur le petit, on dit boat tent en anglais, le petit toile. Oui, ça c'est tellement différent. On arrive encore une fois à la bureau le lundi matin. C'est bizarre ça. On a l'eau chaude. Et on a de nouveau un respect pour la civilisation quotidienne parce qu'on a resté pendant le week-end dans un autre mode de vie. Voilà. Pour continuer là-dessus, je pense que je vais passer la parole à Marc. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de parce que toi, tu es spécialiste du grand écart quand même entre l'agro-recouvrance et Havel. Donc je voudrais que tu nous parles un petit peu de ça. Oui, alors dans mon travail, oui, je m'occupe de commercialiser effectivement la recouvrance. Et c'est effectivement le grand écart. Mais pour rejoindre un petit peu Roger, pour donner un peu qu'est-ce qui m'a amené au Voile Aviron, j'ai eu la chance d'apprendre à naviguer au centre nautique de Moulins-Mer, qui est le centre nautique qui a créé les classes de mer. Et en été, dans les années 70, il y avait tellement de succès, ce centre, qu'il n'y avait pas de place pour loger tout le monde. Si bien que l'idée a germé de faire des classes itinérantes en caravelle, une tente à bord, 4 stagiaires, un moniteur, et on partait à 4, 5, 6 caravelles. Et comme ça, on allait en rade de Brest. Et il ne fallait pas s'arrêter trop tard parce qu'il fallait chercher un terrain pour planter les tentes. Et de là est né... bon, d'abord, c'était l'aventure, hein, et pour les moniteurs et pour les enfants, et un esprit de liberté. Et dans cet esprit de liberté, je vais mettre aussi... Et puis d'apprentissage, je vais mettre aussi la godille. Parce que la godille, ça permet de... faire des longues distances sans fatiguer. Comme moi je fais de la godille comme je fais du vélo, hein. Je suis venu ici de Trévoul à la godille, 40 minutes de godille dans du clapot, à 2 sur le bateau, ça le fait très très bien, hein. On va certes pas très vite, mais c'est pas l'objet.
Et puis on a le temps d'observer le paysage, on le fait d'une main. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que dans les écoles de voile, je ne sais pas si aujourd'hui il y a une envie d'être proche de la nature comme ça, de cette manière-là, mais ça oblige à observer, ça oblige à aimer les autres, hein, ça oblige à faire quelque chose de collectif, en école de voile en tout cas. Et alors pourquoi la recouvrance? Moi j'ai un parcours un peu atypique, hein, j'ai fait des études de marketing, mais parce que le capitaine de cette école de voile, Jacques Carrois, je suis allé le voir quand je devais avoir 12-13 ans, au moment où on a la question pénible là, des parents. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et donc je suis allé poser la question, moi, à un ancien instituteur qui était patron d'une école de voile. À ton avis, qu'est-ce que je peux faire moi plus tard? Mais il faut que ça soit dans le bateau, hein. Et je ne me voyais pas moniteur de voile toute ma vie. Et il m'a simplement dit juste une phrase qui m'est restée, hein, qui me reste encore aujourd'hui. Si tu as du talent pour aller dire ailleurs qu'il fait bon vivre ici, fais des études de commerce. Voilà. Il n'a pas fallu plus. Et évidemment, quand il a s'agi de trouver des stages d'études, je me suis tourné vers le chasse-marée. Et le chasse-marée m'a dit oui tout de suite. Je naviguais déjà sur bateau traditionnel aussi. On avait dans le groupe finistérien de croisière accolé à l'école de voile 2 beaux bateaux qu'on ne voit plus par ici, hein, mais le Solveig et Ariane. Et donc j'ai été équipier et chef de bord sur ces bateaux-là. J'ai beaucoup navigué aussi avec Yvon Lecor sur la chaloupe sardinière. Donc j'avais déjà un pied dedans. Et Yvon Lecor faisait du dinghy cruising, hein, avec un grand bateau, mais c'était exactement ça. Avec une chaloupe sardinière. Et ça me plaisait énormément. Donc voilà, évidemment, j'ai navigué sur plein d'autres navires, dont la recouvrance. Mais la recouvrance, c'est la réflexion. Lorsqu'on était au chasse-marée, ma réflexion, en tout cas, c'était de me dire comment amener le public sur ces bateaux-là. Et que ça ne se ferait pas si il n'y avait pas un effort marketing, un lien. Et bon, voilà. Et on est très peu nombreux, en fait, à avoir ma profession en France, hein. Il y a le Marité, Étoile Marine, enfin voilà. Mais on est assez peu nombreux, mais on se connaît évidemment tous. C'est passé par beaucoup de difficultés, hein, dans les premières années après le concours. Il y a des bateaux qui ont eu énormément de difficultés à s'en sortir, même dans les grands navires. Et encore aujourd'hui, c'est pas tout rose. Alors la recouvrance, ça va très bien, parce que le modèle économique est fiable. Mais voilà. Alors moi, ce dont je rêve, c'est d'avoir un grand bateau support, juste pour pas dormir sous la tente, et d'avoir la douche. Voilà. Ça serait assez amusant de faire ça, d'avoir le grand bateau avec en bois évidemment, un bateau traditionnel, puis d'avoir la douche le matin. Les Terre-Neuve avec les Doris sur le fond. Oui, comme les Terre-Neuve, exactement comme les Terre-Neuve avec les Doris. Hein. Donc, pour comment dire, continuer, comment est-ce que vous repérez vos zones de navigation, vos zones d'exploration, j'ai envie de dire? Et grand merci pour cette question extrêmement pertinente pour la Fédération Voile Aviron. Une initiative assez récente où on a créé ce qu'on appelle des naviguides. Ces naviguides, c'est des recueils d'informations sur des zones où on peut organiser les raids, comme l'évoquait Roger à l'instant. Chaque propriétaire de petits voiles avirons ou chaque association dit où est-ce que je pourrais faire un raid bucolique dans un endroit merveilleux où on va pouvoir à la fois faire de la voile, de l'aviron et découvrir la nature. Alors l'AFVA, effectivement, a aujourd'hui 53 naviguides pour se glisser dans les ribines, comme l'évoquait à l'instant Marc. Où est-ce que je mets mon bateau à l'eau? Où est-ce que je vais acheter du pain? Où est-ce que je vais poser ma tente? Où est-ce que je n'ai pas le droit d'aller? Et donc ces petits naviguides sont le recueil de tout ça que quelqu'un qui n'est jamais allé à un endroit ne peut pas connaître. Et donc c'est des recueils de secrets qui sont un petit peu divulgués. Ces naviguides, ils sont sur le site de la Fédération Voile Aviron.
Ils sont accessibles gratuitement. Et ils sont voués à être enrichis. Et je vais peut-être passer la parole à Marc, qui a participé à la rédaction du Naviguide de la rade de Brest. Oui, alors sur la rade de Brest, on en a fait un Naviguide un peu augmenté. Donc c'est un livret. Et encore, il n'y a pas toutes les informations. Il y a toutes les informations pratiques qui demandent évidemment à être mises à jour. Donc il faudra qu'on travaille un peu dans l'hiver, là. Mais c'est surtout là où ça pourrait être nettement augmenté, c'est avec l'histoire locale. Voilà. Et quand on arrive dans un endroit, on passe. Là, le dernier Rébine qu'on a fait, nous sommes sortis de la rade de Brest. Il y a des forts partout. Chaque fort a son histoire. Le Goulet lui-même, il y a de quoi raconter. Mais quand on est tout seul sur son voile aviron ou éventuellement deux, on le raconte qu'à une personne. Voilà, on a encore des choses à faire. Mais ces naviguides sont très très pratiques, hein. Bon, moi je suis allé naviguer sur le lac de Sigean. Bien sûr, le premier réflexe c'est est-ce qu'il y a un petit naviguide sur le lac de Sigean. Bon, j'ai su que le café était à 1 euro, le Ricard à 1 euro. Et c'est récent, hein. Et donc, donc c'est aussi un carnet de bonnes adresses. Et puis, où échouer, parce que Roger a dit on dort sous la tente, mais en fait il y a deux manières de dormir sous la tente. Dormir sous la tente quand le bateau est à flot, et dormir sous la tente quand le bateau est posé sur la grève. Et parfois, oui, et puis sous le vent, au vent, enfin le lieu pour dormir est très important. Voilà. On parlait justement donc de dormir. On vous entend soit des fois embarquer des tentes, soit des fois... Moi, je me souviens que quand j'ai rencontré Roger, la première chose qui m'a interpellée, c'est l'organisation de l'Ilure. Alors, je voudrais que tu nous expliques un petit peu comment tu t'organises. Vas-y, dis-nous comment ton camp, ton petit camp, ta cabane, et tout ce qu'il y a. Parce que vous n'imaginez pas tout ce qui est à bord de l'Ilure de Roger, je pense. Ok, oui. C'est une question tellement bizarre parce qu'après une période, c'est normal pour moi de dormir sur mon petit bateau. Et tout est toujours dans le même endroit. Et parce qu'il faut faire ça sur un bateau. Ça, c'est très important. Si on doit bouger pendant la nuit, j'ai quelques expériences de ça. Devrait éviter un mouillage pendant la nuit dans une tempête. C'est presque comme ça. Exactement. Ça, c'est la raison. Je suis un peu déshabillé en ce moment. J'ai passé 3 heures sur le ponton qui était décroché. Voilà. C'était une histoire. Voilà. Même sur le port de Douarnenez, là. Et c'est assez difficile parce que ce n'était pas une activité normale de dormir sur un bateau. Donc, chaque personne, chaque particulier doit créer une solution de neuf pour lui. Et pour moi, si je parlais au sujet de moi seulement, il faut garder la simplicité parce que j'ai écrit un livre au sujet qui est disponible dans tous les magasins, voilà, bien connus, voilà, mais en ce moment uniquement en anglais. Mais j'ai un petit flyer ici ils sont disponibles sur cette table ici. Et ils sont en français. J'ai fait la traduction. Donc ça, c'est en français. C'est une introduction très bien traduite. Voilà. Et parce que ça, c'est le but était de créer plus de matériaux en français aussi. Et oui, mon bateau. Il doit être au même moment une habitation,
Mais aussi, c'est un vrai navire parce que ça, c'est le truc plus intéressant, je pense, parce que il semble, si on ne sait beaucoup, peut-être même si on sait beaucoup au sujet des navires, que les équipiers des grands navires sont beaucoup plus expérimentés, c'est beaucoup plus difficile pour eux, et voilà. Et les petits navires, ce n'était pas une question très intéressante. Je veux dire, si on navigue comme Marc sur un petit bateau, on doit être un vrai marin parce qu'on a les mêmes problèmes que les grands navires, mais on a c'est le même mer, le même météo, voilà, toutes choses comme ça. Et on doit rencontrer ça seulement avec la force des bras et des petits voiles et la rame pour godiller. Donc, parce que pour moi, je n'ai pas un moteur. Et j'aime la simplicité et j'aime, comme j'ai dit, le changement de vie, d'habiter sans moteur. Parce que pendant ma vie quotidienne, voilà, j'ai une voiture, j'ai toutes choses comme ça, mais d'être dans un d'expérience le mode de vie d'autrefois, beaucoup plus simple, parce qu'il faut utiliser des forces de nature pour promener. On doit respecter les heures des marées, la direction du vent, on doit regarder le météo. Et si on a une petite force, on peut marcher contre les courants, on trouve les contre-courants, comme par exemple dans le golfe de Morbihan, on peut marcher contre les courants rapides là. Si on regarde la surface de l'eau, les vagues, on peut déterminer les contre-courants. Et ça, c'est tellement intéressant. Et sur les grands yachts, les grands navires, ils ne sont pas nos ennemis. On dit, oh, les yachts blancs. Il a dit ça. Mais oui, mais c'est juste pour l'exemple. Souvent, on regarde un grand yacht avec un moteur très puissant qui marche contre le courant, au milieu du canal. Et il y a des contre-courants sur les deux côtés. À la Gaudie, on peut aller comme ça. Oui, donc c'est... pardon, j'ai évité la question, mais on est sous le tente, on a la petite habitation comme dans le port là, et soudainement, il y a une grande tempête, il y a des grands navires qui voudraient faire la pression. Oui, ça c'était comme ça. Je suis au Mouillaz dessous le proue de Greyhound. Donc Greyhound, c'était comme ça pour moi. Oui, c'est quelquefois un peu, j'ai un peu de peur au sujet, voilà. Mais voilà, je suis encore vivant. Mais donc on doit avoir quelque chose on peut démonter le tente rapidement et de naviguer si possible. Mais dessous le tente, j'ai deux lits. Mais les lits sont le plancher aussi. Mais voilà, les matelas, les sacs de couchage. J'ai deux boîtes. Une boîte pour stocker la nourriture. Et une autre boîte, c'est la boîte de cuisine avec un petit cuisinier et des couverts. Et voilà. Oui. Exactement. Un réchaud. Oh, on dit un réchaud. Oh, voilà, on apprend la langue française. Très bien. Et oui, j'ai des sacs, quelques sacs pour stocker mes affaires. Et ils sont étanches, tellement étanches. Ils sont de fabrication des États-Unis parce que les Américains, quelquefois, ils ont raison. Ils créent les sacs tellement étanches. Donc, ils marchent même comme un sac, mais aussi pour la flottabilité. Ils sont accrochés sur le bateau. Donc, parce que j'ai chaviré le bateau, pas beaucoup, mais quelquefois, à la mer,
Et il faut avoir beaucoup de flottabilité dans le bateau et de penser ce qu'on veut faire si le bateau reste sur un côté plein de l'eau. On doit remonter à bord et recommencer la navigation. On a toujours ce n'était pas un grand problème. On ne savait pas si on a fait le bon choix d'une canotte, de dinghy, de dériveur. Mais on doit toujours penser ce qu'on doit faire si ça événement, et voilà, on a rencontré ce événement. On est dans l'eau, le bateau est comme ça, voilà. Mais c'est intéressant, si on a réfléchi au sujet, si la situation arrive, c'est presque automatique. On a renversé le bateau, on commence de découper le bateau, j'ai une pompe électrique automatique qui commence à marcher, et voilà. Ensuite, on navigue encore. Et ça, c'est... Donc, toutes les choses dans le bateau sont au même moment une partie d'une vie d'habitation, mais au même moment, peut-être soudainement, doit être un navire qui fait des vraies balades à la mer, comme un grand yacht. Mais on a un mélange des deux, et ça c'est tellement intéressant. Voilà, j'ai parlé beaucoup au sujet. Tu peux continuer en disant que tu as fait des vidéos YouTube. Yes, oui. Voilà, oui, pour plus d'informations, allez-vous vers mon chaîne YouTube. Voilà, on peut regarder beaucoup des aventures là. OK. Alors, un sujet peut-être qu'on peut se permettre d'aborder, je pense, parce que pour moi, il fait partie intégrante de cette navigation autrement, c'est le problème du remorquage. Je vais passer la parole à Marc, parce que Marc, je pense que ta voiture et ta remorque ont quelques kilomètres au compteur. Peux-tu nous donner, je sais pas, des trucs et astuces, des trucs à savoir concernant le remorquage, les mises à l'eau, etc. Alors effectivement, nos bateaux se font presque plus de kilomètres, enfin en tout cas le mien fait plus de kilomètres sur sa remorque que de 1000 sur l'eau. Mais c'est aussi parce que je circule beaucoup et je n'hésite pas à aller en Méditerranée, sur le lac du sud-est de la France, mais également à l'étranger, Portugal, lac du Nord Italie, Amsterdam, et puis j'ai encore plein de rêves, donc alors ça va continuer. Mais effectivement, il y a un point sur lequel on a besoin de réfléchir. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un chapitre dans le livre de Roger. La remorque est mise à l'eau. Bon, il faut avoir sa remorque en bon état, ça c'est certain. On a sans doute expérimenté des roulements qui n'étaient pas formidables et qui nous obligent à laisser le bateau et la remorque à l'atelier, en stand-by. Bon. Mais la remorque doit faire vraiment un point d'attention. Et puis juste, dans les conseils, c'est à chaque fois qu'on sort, on ne la rince jamais assez à l'eau douce. Mais effectivement, on prolonge la vie de la remorque si on la rince à l'eau douce. Sur la partie roulement, depuis qu'il y a des roulements étanches, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'autrement, moi je démontais les roulements chaque année, mais ça ne suffisait pas forcément. Une année, j'avais fait 3000 km avec la remorque, qui n'était pas faite pour ça en fait. Elle fait trop de kilomètres et à la fin, voilà, ça a rompu alors qu'elle était tout à fait vérifiée. Et puis sur la partie mise à l'eau aussi, ça doit être un point d'intérêt pour ne pas se blesser, choisir la cale de mise à l'eau. Ça c'est le sujet de Yves, choisir la cale de mise à l'eau. Ça c'est un grand sujet. Mais pas que la cale de mise à l'eau, c'est aussi choisir le lieu de mise à l'eau en fonction de l'endroit où on va stationner voiture et remorque. Parce que dans certaines zones, on est paria. Alors en plus, si c'est un camping-car avec la remorque derrière, parfois on nous voit arriver comme des pestiférés dans certaines zones. Et
Donc ça c'est important. Si on doit aller, par exemple, garer sa remorque à 10 km de là, ça entame un peu la journée de navigation. Tu voulais compléter, Yves? Oui, je veux compléter avec un élément de sécurité qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Lorsque vous avez un bateau sur remorque, comme n'importe quelle remorque d'ailleurs, il faut que le poids soit positif côté timon, la partie qui remorque. Hein, donc on voit beaucoup de bateaux avec encore leur moteur à l'arrière. Et en fait, il faut que les poids soient à l'avant. Autrement, vous retrouvez une oscillation de votre remorque et votre bateau se retrouve complètement détruit parce qu'il est parti dans une oscillation incontrôlée. C'est un petit peu, quelquefois, on voit des caravanes qui font des choses comme ça parce qu'elles ne sont pas équilibrées. Donc, point extrêmement important à chanter à tout le monde, mettez du poids sur l'avant de votre bateau pour qu'il y ait au moins 50 kilos, enfin, c'est une ordre d'idée, quoi, mais du poids positif sur votre timon avant. Oui, ça c'est important. L'état de la remorque, l'état des pneus aussi. On ne se méfie pas assez, c'est sur la partie pneus. En général, on laisse son bateau stocké sur sa remorque tout l'hiver. Et puis, arrivé au premier jour du printemps, en fait, le pneu, si le pneu, alors il peut être à plat, mais il met à un plat, et donc il s'est déformé. Et là, aucune hésitation, il faut changer de pneu. Hein. Et parce que il va pas tourner rond, va pas sur elle-même. Donc ça, c'est des points de vigilance aussi sur la partie treuil. J'ai failli perdre mon œil sur juste en bougeant le bateau, parce que le treuil c'était un câble et le câble avait quelques petits gendarmes, voilà. Et donc aujourd'hui, pour moi, hein, c'est ou Sangle ou Dynéma. Dynéma, c'est très très bien. C'est pour le même diamètre que le câble. C'est 4 fois plus résistant. Et il n'y a pas l'histoire de danger avec les câbles. J'ai vu une gnôle justement remonter là, à Brest avec un câble. Et je voyais les gens qui avaient leur visage à moins d'1 mètre d'un câble extrêmement tendu, ils avaient énormément de mal à le remettre sur la remorque. Et je me dis, si le sertissage casse, ça fait des gros dégâts, quoi. Alors dans les conseils, il y en a encore plein, hein, j'imagine, parce que je puise que dans les choses qui me sont arrivées. Ah oui, un truc aussi, ouais, c'est ça. Si on peut sortir son bateau tout seul, c'est que c'est bon. Puis il y a aussi l'inclinaison de la cale aussi. C'est assez important parce que... Et puis l'état de la voiture. Il faut pouvoir la redémarrer, même si la mer monte. Oui, ça sent le vécu. Je voudrais aussi que vous nous parliez un petit peu en termes de forme, de plan. Et je pense que vous connaissez très bien François Vivier, l'architecte. Donc je voudrais que vous nous en parliez un petit peu. Je vais vous passer le micro. Effectivement, il est intéressant de préciser les références, les constructeurs, les architectes navals en cours qui proposent des plans de bateaux à l'échelle de nos finances individuelles et puis qui adressent aussi des objectifs plus gros pour des associations. On va penser à François Vivier. François Vivier qui a dessiné un grand nombre de très très beaux voiles avirons de la taille de la banterie dont on parlait tout à l'heure qui fait 10 mètres de long jusqu'à des bateaux qui font 3 mètres de long. L'Illure fait combien ? Oui, 4,50. 4,50, donc l'Illure, et puis les yawls de l'Audet, mon propre bateau qu'on a conçu récemment avec lui, qui s'appelle l'Astrakan, qui est, on espère, un premier de série, et qui adresse la taille des yawls de Ness, qui sont des bateaux de petites équipes, hein, ou des bateaux familiaux, on pourrait dire. Et donc François Vivier, et puis Arwen Marine, avec Emmanuel Conrad, qui propose les mêmes concepts, mais sur des bateaux qui utilisent des matériaux un peu plus modernes, du contreplaqué marine, et on dirait une approche plus vers la plaisance, comment on dit, plus le bateau rapide, voilà. Hein.
Oui, on a Gilles Montauban également qui fait un type de bateau extrêmement rapide, contreplaqué époxy. Alors, chez les Anglais, moi je le connais depuis très longtemps, Ian Oughtred. Ian Oughtred, il a publié plusieurs livres où il y a énormément de plans. Les Américains sont excellents aussi dans ce domaine-là. Et régulièrement, il y a des plans qui sont publiés dans Wooden Boat, spécifiquement pour les petits bateaux, enfin les bateaux voilés aviron. Chez les Anglais, tous les grands architectes ont sorti aussi des petits bateaux de mémoire. C'est une question, souvent, je rencontre la question de choix de bateau, mais souvent c'est juste un bateau normal. Beaucoup comme j'ai commencé de parler au sujet, les dériveurs normales des années 60 sont souvent très, très pratiques pour ce type de navigation. Et je voudrais éviter l'idée on doit avoir quelque chose très spécial. Ça n'était pas obligatoire. Et même que les bateaux de Vivier d'Oughtred, Darwin Marine sont belles, ils sont assez chers, même d'occasion. Mais les anciens bateaux de la Corse, les petits canots dérivés de la Corse des années 60, 70, sont très bon marché. Pour une petite quantité d'argent, on peut acheter un bateau comme ça et l'adapter pour ce type de navigation. Et souvent, c'est mieux de naviguer dans le bateau qu'on connaisse, qu'on a déjà acheté, et juste adapter le gréement et le bateau d'être souvent plus simple. Les bateaux de course, ils ont beaucoup des petits lignes colorisées et des choses comme ça. On évite ça parce qu'on voudrait la simplicité, parce qu'on doit penser au sujet de beaucoup d'autres choses, la navigation, les marées, les courants, pas que la rapidité du bateau. Je voudrais dire aussi un petit mot sur la construction, puisque c'était le sujet, l'architecte et la construction des bateaux. La grande majorité des bateaux voile aviron sont conçus pour des constructions amateurs. C'était aussi une manière de réduire le budget. Je me souviens de l'article de Labert, c'est dans le numéro 10 du Chasse-Marée, donc ça date un peu, et Labert noir, sur lequel j'ai eu le plaisir de naviguer. Et en fait, l'idée, elle est, on peut le construire soi-même, on achète le bois, alors prédécoupé ou pas, mais prédécoupé c'est quand même plus simple, et puis la colle ou la résine selon, et puis on y va, on le construit soi-même. Et à l'époque, un Labert, on pouvait le construire pour 1000 francs, donc c'était pas très cher. Sans le gréement. Et le gréement et les voiles coûtaient quasiment aussi cher. Bon, malheureusement, depuis, les matériaux ont bien augmenté. Mais, comme tu disais, voilà. D'ailleurs, je voudrais que tu nous partages un petit peu ton expérience de la construction, Yves, de ton bateau familial. Alors, merci beaucoup. Effectivement, on a conçu... on s'est mis à 3 pour concevoir ce nouveau bateau, l'Astrakhan, qui adresse, comme je disais tout à l'heure, c'est un bateau qui fait 6,40 m, puis qui a un joli boudoir à l'avant, une queue de mallet à l'arrière, voilà, qui a un gréement comme les pilotes du Havre, donc ça s'appelle un gréement Bourset-Mallet. Mais il peut être affalé, son mât s'affale en 30 secondes. Donc tout est démontable et conforme à la définition que proposait Roger tout à l'heure. Et donc, alors on s'est mis à 3. Moi qui avais des idées et une expérience marine sur de multiples bateaux, on ne les listera pas, mais avec mon expertise d'utilisateur. Et donc j'ai exprimé une liste de besoins. Et puis François Vivier les a capitalisés dans un plan. Avec des moyens modernes, donc un plan qui lui permettra éventuellement, comme pour toutes les précédentes séries, de faire du prédécoupé, de faire du kit, ou faire des bateaux plus légers dont effectivement vous pourriez acheter le kit prédécoupé.
Et la troisième composante, c'est des personnes qui vont aider à réaliser le bateau. Alors, je me permets de parler de l'école de charpenterie de marine Scholarmore, avec Mike Newmeyer, qui fait de la formation. C'est donc, il siège à côté de Guérande, le long de la côte, ça s'appelle Mesquer, et il offre des formations pour des jeunes et des moins jeunes, des gens qui voudraient changer d'orientation professionnelle et acquérir de l'expérience dans la fabrication des bateaux bois. Et donc Scholarmore, bien que Mike soit américain, états-unien on va dire, il est installé en France. Et il est en train de créer aussi une structure sur Saint-Nazaire pour adresser d'autres types de formations. Mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par tous les dessinateurs dont on a parlé tout à l'heure, Emmanuel Conrad, etc., et qui se feront une joie d'accompagner votre projet. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur mon cas personnel. Très bien. Dernière chose à aborder, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ? Tout à l'heure, on a parlé strictement d'aviron et de voile. Effectivement, plus proche on est de la nature et du respect. Notre approche, vous l'avez compris, elle est extrêmement écologique, de respect de l'environnement. On va là où on a le droit d'aller, mais rassurez-vous, en France, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller dans une pratique voile-aviron, dans une pratique dinghy cruising, où on va rencontrer les animaux et la nature. Je vous garantis que les loutres, les phoques, les dauphins, on en voit beaucoup plus que la plupart du public, parce qu'on est extrêmement silencieux, extrêmement discret. Alors, on est silencieux. Et tant qu'on utilise nos avirons ou nos voiles, on ne perturbe rien, on ne perturbe pas le milieu, mais on peut aussi aborder la problématique de la sécurité. Il est vrai que pour des raisons de sécurité, dans des mers un peu tourmentées en Bretagne ou dans le golfe du Morbihan, on s'expose à des courants un peu forts et parfois on est un peu léger en équipier et on dit tiens, on veut passer au braquet suivant et assurer de la sécurité. Et on peut avoir à bord de son voile-aviron un moteur. Alors aujourd'hui, certains diront ils tendent vers des systèmes électriques, ça existe effectivement. Il y a des puissances dans les moteurs électriques qui sont tout à fait conséquentes. Aujourd'hui, on a un gain certain à trouver dans la durabilité de la batterie pour que le moteur soit utilisé au-delà d'une heure. Par exemple, dans le golfe du Morbihan et qu'on doit remonter de Port-Navalo jusqu'à Vannes, eh bien, le moteur il s'arrête à mi-course. C'est dommage. Donc, mais il existe aussi des options avec des moteurs thermiques de petite taille. Donc, on n'est pas fondamentaliste. Je vous invite juste à, si c'est votre cas, à réfléchir à ça et dire oui, ok, je vais sacrifier un petit peu l'authenticité de mon bateau et opter pour un moteur qui va vous permettre de franchir ces étapes de sécurité et rester en sécurité, tant pour vous, pour votre bateau, mais aussi votre équipage. Il y a un sujet qu'on a à peine esquissé, c'est que ces bateaux-là sont idéaux aussi pour transmettre aux enfants. Et parce que les efforts sont alors évidemment par beau temps, il ne faut pas les dégoûter tout de suite. Mais il y a une proximité, on peut leur donner facilement la barre, on peut leur expliquer facilement comment, ce que sont les amures, les allures, virer de bord. En fait, ce sont de formidables bateaux d'apprentissage, beaucoup mieux que des grands croiseurs, où les enjeux ne sont pas les mêmes. Un virement de bord avec un grand génois qui traverse et puis un winch. Donc ça, c'est pas du tout fait pour les... Quand je parle des enfants, c'est entre 4, 5 et 12 ans. Et puis, à partir de... Je sais pas, Gilda, c'est à partir de quel âge tu as laissé tes enfants partir tout seuls à la Godie ? Ils avaient quoi ? 6 ans, quoi ? 7 ans ? Ouais, 8 ans, 9 ans. Bah oui, parce que ce qui est formidable, c'est qu'on peut
dès qu'on a appris à godiller, ça a été le cas pour moi. Hein. Moi, je n'ai pas souvenir de quand j'ai appris à godiller. Donc voilà, je dois avoir 5 ans, je pense. 5 ans, 6 ans. Mais par contre, j'ai un net souvenir à 6-7 ans d'être autonome avec mon bateau, enfin avec le bateau qui m'était prêté. Et ça pour les enfants, c'est exceptionnel. Hein. Et je savais diriger mon bateau, il allait à droite, à gauche. Voilà, et puis un enfant a envie toujours d'apprendre. Je voulais savoir godiller en arrière. Et ça, faire demi-tour, faire un créneau, enfin voilà. Donc, quand on est enfant, c'est un vrai truc, la godille. C'est vraiment formidable et ça se fait facilement sur les bateaux voile aviron. Il nous reste très peu de temps, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait certains phénomènes dans le public. Notamment, je vais commencer par peut-être faire un petit tour de micro, s'il y en a 2-3 qui ont un petit mot à dire. Je commençais par Patrick Despertuis. Bon, alors, dans mon cas, effectivement, je navigue la plupart du temps tout seul. J'ai un voile aviron, tout petit voile aviron. Il y a un choix dans le bateau. On ne cherche pas, effectivement, à faire la course ou la compétition, malgré que s'il y a un bateau devant, si je peux doubler Roger, je ne vais pas m'en priver. Mais des fois, il me redouble. Bon. Par contre, le choix du bateau, c'est effectivement ce qu'on veut faire comme navigation. Donc, si on veut pouvoir aller jusqu'à Auglénan ou un truc comme ça, il faut effectivement un bateau qui soit sûr, un bateau qui soit marin, un bateau qui puisse remonter bien au vent si la mer est formée. Et puis, je dirais aussi, il faut anticiper. Moi, par exemple, j'ai anticipé au niveau de la sécurité. Mon bateau n'a pas de lest, il n'y a pas de quille, il est tout en bois, il flotte. Ceci dit, j'ai quand même 250 litres de flottabilité et j'ai fait des tests de chavirage pour être sûr qu'effectivement, je peux redresser mon bateau. Je l'ai fait dans le 15 de devant, redresser mon bateau avec la voile haute, qu'on peut remonter à bord. Et attention, ça c'est hyper important. Parce qu'en l'espace de 5 minutes, si l'eau est un peu froide, on a perdu pratiquement toutes ses forces. Donc des fois, une échelle fixe est préférable à une échelle de corde. Enfin bon, voilà, donc anticiper pour la sécurité. Et après, effectivement, on est tranquille. Mais quand on sait que le bateau est sûr, que le bateau est marin, après, il n'y a que du plaisir. Voilà. Mais le but, c'est effectivement de faire, comme Marc le disait, des balades pour découvrir les petites rias ou autres, là où les gros ne peuvent pas aller. Et puis, mais pas naviguer au grand large, quoi. Voilà. Mais il y a un choix de bateau au départ. Merci. Je passe la parole à une maman. Oui, merci. Donc nous sommes de l'Anne-Île-Dut, en fait, du Nord Finistère, avec Gilda et Mathilde, là. Et en effet, on a vu nos enfants évoluer très rapidement dans l'apprentissage et la maîtrise des godilles, et ça leur donne une autonomie, en effet, merveilleuse, quoi. Alors, ils ne sont pas encore au temps du bivouac, mais là, je pense que d'ici l'année prochaine, on les verra de moins en moins. Voilà. Je crois que malheureusement, on a atteint le temps. Donc, pour conclure, je vais me permettre d'essayer de dessiner une petite conclusion. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on a le droit de dire que finalement, naviguer autrement, ce serait une part de liberté très proche de la nature, très proche des éléments et comment dire, à dimension variable, dans le sens où la diversité des bateaux est quand même assez conséquente. Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça? Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les intervenants, tous ceux qui ont pu nous écouter aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne journée.